un peuple. Bonne soirée sur Public Sénat. Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre ce matin une table ronde sur le projet de loi sur les retraites. Les partenaires sociaux, dont la CGPME et le MEDEF, sont réunis devant la Commission des affaires sociales. Le projet de loi sur les retraites sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, puis ici au Sénat à partir du 28 octobre. Je vous rappelle que le projet de loi prévoit un allongement de la durée de cotisation dans le secteur privé et la fonction publique à 43 ans à l'horizon 2035, ainsi qu'une hausse générale de 0,3 points en 4 ans des cotisations salariales et patronales. Il ne touche en revanche ni au calcul des pensions des fonctionnaires, ni aux régimes spéciaux, ni à l'âge légal qui reste toujours fixé à 62 ans. Très belle journée sur notre antenne. Je vous saluais donc, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Nous allons commencer donc nos travaux ce matin en poursuivant nos auditions sur le projet de loi relatif à la réforme des retraites. Monsieur Durban et Madame Duc de l'UPA nous rejoindront. Ils ont un petit peu de retard, mais je pense que Madame, Messieurs du MEDEF et Madame, Monsieur de la CGPME pourront commencer. Et puis Monsieur Durban et Madame Duc enchaîneront dès leur arrivée. Nous recevons donc ce matin les organisations représentatives d'employeurs et nous entendrons les organisations syndicales de salariés mercredi prochain, le 9 octobre. Je vous remercie donc, mesdames, messieurs, pour votre présence. Donc, pour le MEDEF, il y a monsieur Frédéric Agenais, qui est vice-président de la Commission protection sociale. Son président Jean-François Pillard étant retenu par une autre réunion. Il est accompagné de Madame Valérie Cormand, directrice de la protection sociale, et de Monsieur Guillaume Ressaut, directeur des affaires politiques. Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME, nous avons donc Madame Geneviève Roy, qui est vice-présidente chargée des affaires sociales, et Monsieur Georges Tissier, directeur des affaires sociales. Donc dans un instant, Monsieur Durban, pour l'UPA, secrétaire... Burban, excusez-moi. Pour l'UPA, va nous rejoindre, ainsi que Madame Caroline Duc, qui est conseillère technique chargée des relations avec le Parlement. Je vous propose, mesdames, messieurs, de faire une introduction à votre convenance. Ensuite, notre rapporteur, Christiane de Montes, aura sans doute quelques questions à vous poser pour des précisions. Et je donnerai ensuite la parole à l'ensemble des sénatrices et sénateurs ici présents qui souhaiteront également vous interpeller sur ce projet de réforme. Donc, Madame, Messieurs, je ne sais pas, Madame Cormand, Madame Roy, Monsieur Agenais, allons-y, je vous en prie. Bien, peut-être vous faire part des interrogations que suscite pour nous ce projet de réforme. D'abord, en préambule, souligner que il ne traite pas, il passe sous silence les besoins de financement des régimes publics, des régimes spéciaux, qu'il ne traite pas non plus d'un sujet dont les partenaires sociaux vont devoir se réemparer très rapidement, qui est celui des besoins de financement des régimes complémentaires du privé. Ce préambule étant fait, un premier sujet d'interrogation tient à l'objectif de retour à l'équilibre pour le régime général, tant on peut douter d'un certain nombre d'hypothèses, et notamment de l'hypothèse centrale d'un taux de croissance à 1,6% sur la période 2011-2020, dont on voit bien, compte tenu de ce que nous avons constaté dans les dernières années, que mécaniquement, il conduit à, si on veut respecter la moyenne prévue, à un taux de croissance que notre pays a rarement connu durant les dernières années, et qui plus est, qu'il a rarement connu d'une façon prolongée.
Donc pour nous, le problème du financement est déjà une première difficulté et un questionnement fort sur le retour à l'équilibre. Dans ce contexte-là, un des points centraux du dispositif est le compte personnel de prévention de la pénibilité. Je crois qu'il appelle de notre part également deux questions. La première est à nouveau celle du financement. Le rapport Moreau était très prudent sur les hypothèses de montée en puissance du dispositif, faute de données précises auxquelles on puisse se référer. Les hypothèses du gouvernement sont, je crois, que l'on pourrait avoir, si je me souviens bien, un peu plus de 3 millions de comptes de prévention de la pénibilité qui s'ouvriraient à partir de 2015. En se référant à un certain nombre de données, dont celle de la DARES, on peut penser que cela risque d'être sous-estimé, ce qui représenterait un véritable problème, une sorte de bombe à retardement en matière de financement à la charge des entreprises si le dispositif venait à monter en pression beaucoup plus que ce qui était imaginé. Sur ce point-là, je voudrais d'ailleurs faire remarquer que l'expérience montre que dès l'instant où un dispositif ouvre des possibilités de départ anticipé, alors même qu'on est dans une perspective d'allongement de la durée d'activité, eh bien, ce dispositif crée un appel d'air. Donc je crois qu'on peut véritablement se poser des questions sur l'estimation du coût de ce dispositif. Une deuxième question, et qui est, par bien des côtés, peut-être apparentée à une critique, est celle de la prévention. On peut finalement estimer que, loin d'atteindre un objectif de prévention qui est censé être le sien, ce dispositif risque au contraire d'accentuer un problème que j'appellerais des trappes à pénibilité. Il faut garder en tête que sur ce sujet-là, nous ne partons pas de rien. Sur la plupart des travaux pénibles, les entreprises payent par application des conventions collectives des majorations. Souvent, les majorations qui sont payées vont bien au-delà des conventions collectives. Et ça constituait déjà un problème qui est de longue date connu des partenaires sociaux, qui est que lorsque les salariés qui sont occupés à ces métiers, et notamment, je fais ici référence au travail en équipe, par exemple, avec des majorations de salaire qui peuvent atteindre, par exemple, pour le travail 8 jusqu'à 40%, il est très difficile de parvenir à les convaincre de se reclasser et d'aller vers d'autres métiers, parce que personne ne renonce très facilement à 40% ou à 30% de son salaire de base. Donc c'est un problème qui est bien connu, et nous redoutons qu'on rajoute à ce premier problème que les partenaires sociaux s'efforcent de traiter depuis des années sur le terrain, un deuxième problème, c'est-à-dire une deuxième incitation qui fait que, écoutez, si vous avez des majorations importantes et une assurance de départ anticipée, eh bien, je redoute que la prévention passe complètement au second plan, à l'inverse de ce qui était prévu quand on se réfère à l'intitulé du dispositif. Je n'insisterai pas trop, pour ne pas prendre trop de temps, sur la complexité de ce dispositif et les difficultés de gestion que cela entraînera. C'est une vraie lourdeur pour les entreprises, les grosses entreprises. Je crois qu'on peut se poser la question de savoir comment les petites parviendront à gérer une telle complexité, mais je pense que l'on y reviendra. Enfin, dans ce contexte général, un certain nombre d'autres mesures du projet, pour légitimes qu'elles puissent être sur le plan social, je pense à tout ce qui concerne les jeunes, les femmes, nul ne peut contester, je dirais, la légitimité de ces réflexions, mais à nouveau, dès l'instant où on se situe dans un contexte où le financement semble faire problème, eh bien, je crois qu'il faut être très prudent. Donc, c'est, à mon sens, une extrême prudence et beaucoup de pragmatisme qu'il faut avoir au moment d'aborder ces discussions. Merci, Monsieur Hachem. Madame Roy.
Merci. Je vais reprendre un certain nombre de points. Évidemment, cette réforme que le président Roubaud qualifie souvent de Canada Dry, elle ne résout pas tous les problèmes, évidemment. Je dirais même qu'elle complexifie et qu'elle met en péril, y compris le régime complémentaire. Nous avons, avec nos collègues partenaires sociaux, l'an dernier, trouvé un équilibre pour sauver les régimes complémentaires. On sait aujourd'hui que les efforts que nous avons tous fournis collectivement, et moi j'ai salué le travail fait entre les partenaires sociaux sur le régime complémentaire Agirc-Arrco, sur le fait que les salariés aient accepté une moindre revalorisation. Le fait que nous, parti patronal, nous ayons accepté une hausse des cotisations pour sauver ces régimes complémentaires. Et une des conséquences que l'on oublie trop souvent de la réforme que vous êtes en train d'examiner est le fait qu'elle met à mal, qu'elle annule ce que nous avons fait et que dès 2018, à nouveau, l'Agirc n'aura plus de ressources et au contraire, plus que de dire que nous avons sauvé, que cette réforme va sauver le régime des retraites, moi je pense qu'elle va le plomber un peu plus. Mais je pense que c'était un point sur lequel nous reviendrons. Un autre point qui pour nous était extrêmement important et qui n'est pas traité dans cette réforme, c'est l'âge d'ouverture des droits. Nous pensons que le fait de ne pas avoir voulu reporter l'âge d'ouverture est en fait un signal envoyé aux jeunes et surtout aux jeunes actifs qui ont fait des études qu'ils ne prendront pas leur retraite à 62 ans mais à 66, et d'ailleurs ce que les documents qui ont été envoyés à l'Europe le disent. Donc finalement, il aurait mieux valu que collectivement, une génération comme la mienne accepte de travailler, de reporter l'âge d'ouverture, de manière à envoyer un signal aux jeunes que ce n'était pas à eux de porter totalement l'effort sur l'âge d'ouverture. C'est toujours ce que nous avons prôné, envoyer un signal aux jeunes. Et même si dans le texte, il y a effectivement le fait qu'on va pouvoir racheter des trimestres, on n'en rachètera qu'une année pour les étudiants. Et nous saluons d'ailleurs au passage le fait des efforts qui ont été faits sur les apprentis, puisque ce sont des salariés, et que pour nous, il est extrêmement important d'envoyer un signal aux jeunes. Un autre point qui n'est pas traité, c'est bien la convergence des régimes spéciaux et des régimes de la fonction publique avec l'harmonisation avec le régime privé, avec les salariés du privé. On entend très souvent, ça y est, la convergence, elle est enclenchée. Eh bien, écoutez, moi, je veux bien que la convergence soit enclenchée. Sur certains points, c'est vrai, mais sur d'autres, elle doit être très, très loin d'être effective. Parce que quand on regarde les niveaux de déficit, vous avez un niveau de déficit à peu près de 9 milliards pour les régimes de la fonction publique et des régimes spéciaux, alors que vous avez 4 fois moins de salariés que du régime privé qui, lui, atteint à peu près 5 milliards de déficit. Donc, le problème de financement qui devrait être résolu par cette réforme ne l'est pas. Et c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup. Je pense que les chefs d'entreprise que nous représentons ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas une harmonisation, une convergence des régimes spéciaux et des régimes de la fonction publique vers le régime du privé. Et évidemment, le point qui fâche le plus, c'est la création de ce compte de prévention de la pénibilité, qui porte d'ailleurs bien mal son nom. C'est parce que prévention de la pénibilité dans un compte qui ne vient que réparer pose un problème, ne serait-ce que de sémantique. Naturellement, ça sera une hausse de la cotisation. On a bien compris que toutes les entreprises devraient cotiser et que celles qui ont des postes dits estampillés pénibles devraient avoir une surcote. C'est déjà une hausse, alors que nous vous rappelons que nous sommes déjà un des pays les plus au taux de prélèvement obligatoire le plus important, que le coût du travail n'est pas le seul responsable de notre manque de compétitivité, certes, mais il pèse lourd, et que loin de le contenir, nous continuons à l'augmenter. Je vous rappelle que les hausses de cotisation pour le régime de base est déjà augmenté par
l'élargissement des carrières longues pendant 5 ans, que nous avons dans cette réforme une hausse des cotisations dès le 1er janvier 2014, et que donc nous continuons à alourdir le coût du travail, et que l'argument que nous entendons souvent, qui est de dire que le CICE va compenser tout ça, certes, mais le CICE dans les entreprises TPE, PME, elles l'auront peut-être l'année prochaine, mais en ce moment elles ne l'ont pas, puisque ce ne sont que que c'est un crédit qui vient sur les comptes 2013. Donc, attention à ne pas alourdir le coût. Si on doit compenser, comme on l'a dit très bien, mais alors compensons sur l'intégralité du coût et pas simplement sur une année. Il faut aussi que nous ayons ça en tête. Mais même si en dehors du coût, vous l'avez compris, ce compte pénibilité nous pose problème, il nous pose problème aussi sur des problèmes bien plus importants encore que le simple coût. D'abord, ça va être d'une complexité administrative pour les TPE, PME, enfin c'est à la limite kafkaïen. Quand on nous parle d'un choc de simplification, je pense que là, le choc, il est plutôt en sens inverse. Vous imaginez un chef d'entreprise qui va tous les matins devoir comptabiliser si tel ou tel salarié a fait tant de minutes à la chaleur, tant de minutes au froid. C'est totalement impensable. En plus, moi je suis chef d'entreprise dans un secteur où il y a des métiers relevant des 10 critères. Il y en a sur lesquels je fais de la prévention, je peux. Il y en a d'autres, je ne peux pas. Moi, le travail de nuit, je ne sais pas faire. Et je vais donc, moi, chef d'entreprise, établir une fiche de poste où je vais reconnaître et apposer ma signature sur un poste pénible, alors que par ailleurs, j'ai une obligation de résultat de protection de la santé de mes salariés. Moi, je suis désolée, intellectuellement, et juridiquement, ça me gêne. Au-delà de cette complexité, vous imaginez bien que je fais de la prévention, et pour la CGPME, la pénibilité, c'est avant tout de la prévention. Et comment, si on imagine quelqu'un qui va être estampillé sur un poste pénible, alors après il va dans le meilleur des cas venir vous voir en disant je veux faire de la formation. On va donc accepter qu'il fasse de la formation, et puis il revient et là il vous dit je voudrais un autre poste et vous ne pouvez pas. Donc au bout du bout, ça revient à dire que c'est un licenciement à la charge de l'entreprise qui, elle, de toute façon, a un poste à remplir et va donc trouver quelqu'un d'autre. Donc on ne fait que déplacer les problèmes et les amplifier. Quand un chef d'entreprise, et ça je pense que unanimement on pourra tous le reconnaître, que une de ses principales préoccupations, c'est de traiter l'inaptitude au travail avec le reclassement. Eh bien là, vous surchargez de manière considérable avec la création de ce compte de prévention de la pénibilité ce poste-là. Quand on sera dans l'incapacité dans les TPE, PME de reclasser le personnel qui aura un poste estampillé pénible et qui voudra en changer, mais au bout du bout, ça sera un licenciement à la charge de l'entreprise. Donc, moi, j'attire votre attention là-dessus. C'est quand même, me semble-t-il, non seulement une surcharge administrative, un mauvais coup sur la prévention, parce que si on compense déjà un certain nombre de points sur le travail de nuit, la loi nous fait obligation d'avoir des compensations en temps et ou en espèces sonnantes et trébuchantes. Ça veut dire qu'on va aussi abonder là. Ça veut dire qu'on n'a plus une double peine, mais une triple peine. Donc à un certain moment, les chefs d'entreprise ou cesseront d'ouvrir de prendre des marchés qu'ils feront qu'ils seraient obligés de prendre du travail estampillé pénible. Et à terme, vous verrez que la séance de 22 heures, alors à Paris, vous l'aurez peut-être, mais dans les grands centres de province, il n'y a aucune raison qu'on continue, puisqu'on serait estampillé pénible. Les restaurants, on fermera tous à 22 heures. On va avoir une vie très calme. Hein, on va être très très calme entre tous les magasins qui fermeront, et c'est à 21 heures, et puis tous les restaurants qui fermeront à 22 heures. La ville lumière risque plutôt d'être une ville éteinte. Mais c'est une discrétion. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est que vous allez nous exposer à une concurrence européenne. Nous serons les seuls pays en Europe à avoir ce genre de dispositif au moment où la directive détachement va s'appliquer et où les chefs d'entreprise pourront avoir recours, et on reçoit déjà des fax dans nos entreprises avec des entreprises qui sont à Varsovie et qui nous disent moi je peux recruter pour vous des CDI, des saisonniers ou des CDD ou de l'intérim, ce que vous voulez.
voulez. Et on les paiera au SMIC français, mais sans les charges, et donc sans le compte de prévention de la pénibilité. Donc, enfin, vous avez compris que la CGPME est fermement opposée à ce compte de prévention de la pénibilité. Pour nous, c'est une question de survie dans nos entreprises et de création d'emplois. Ce compte pénibilité va être, me semble-t-il, à contre-emploi. Et quand je dis à contre-emploi, c'est-à-dire que nous ne recruterons plus des postes à ce niveau-là et que quand nous pourrons éviter et recourir à un travail extérieur, nous le ferons. Et pour nous, c'est vraiment un point sur lequel nous souhaitons attirer votre attention. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Georges ? Alors, oui. Et puis, je sais ce que j'ai oublié. Sur le compte pénibilité, il y a un certain nombre de choses qui manquent. C'est les critères. Les critères seront établis par décret. Nous, on voudrait vraiment être très associés à ces critères. Parce que, évidemment, le niveau d'ouverture de ce compte va être extrêmement important. Au pire, on voudrait que ça soit décalé dans le temps, parce que moi, j'imagine pas qu'en 2015, toutes les entreprises soient en capacité de faire ça, surtout celles que nous représentons. Les fiches de poste, le plan de prévention des risques, on a déjà du mal à le faire passer. Si en plus on met une surcharge administrative, il faut prévoir une montée en puissance et pas dire qu'au 1er janvier, tout le monde est dans les clous. Ce n'est pas possible techniquement. Et puis, je vous rappelle que plus vous élargissez, plus vous assouplissez, plus vous élargissez le public susceptible de cocher à ce système, que ça va nous poser des problèmes dans les entreprises, mais que ça posera des problèmes au régime lui-même, et donc à tous nos régimes, y compris les complémentaires, comme je l'ai dit au début de mon intervention, et que 40% d'une classe d'âge, si on cumule les carrières longues avec le compte de prévention des pénibilités, vous exonérez 40% d'une classe d'âge, et aucun régime ne peut tenir avec une telle exonération. Voilà, merci. Très bien, nous avons donc Monsieur Buron qui nous a rejoint avec Madame Duc, donc je vais vous donner la parole. Merci Madame la Présidente, et désolé pour ce retard. Et je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que j'imagine que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais comme on a la chance d'avoir déjà eu des auditions communes, je pense pouvoir dire que je partage les positions qui ont été exprimées par le MEDEF et la CGPME. Donc je vais essayer de faire des focus sur un certain nombre de points. Bon, sur notre avis général sur ce projet de loi, puisqu'on a eu l'occasion de s'exprimer dans les organismes de sécurité sociale, nous avons émis un avis défavorable. Alors pourquoi nous avons émis un avis défavorable? Tout simplement, mais je pense que ça a été déjà dit, il ne s'agit pas d'une réforme structurelle, qu'on ne règle pas le problème de l'ensemble des déficits, et ce qui nous inquiète quand même, parce que ça c'est pas de nature à rassurer, c'est qu'on a eu une réforme en 1993, 10 ans plus tard en 2003 on a eu une nouvelle réforme. Ensuite, on a fait 2003-2010, c'est 7 ans. Là, on a fait 2010-2013, c'est 3 ans. Et alors, à ce rythme-là, dans 1 an et demi, il faudra refaire une réforme. Voilà. Donc, une certaine inquiétude. Et nous, on considère, tout en sachant que nous sommes très attachés au régime de retraite par répartition, nous considérons qu'au-delà du socle que constituent les régimes de retraite, c'est aussi nécessaire pour qu'il y ait une confiance au niveau des Français, donc des consommateurs, et c'est bon pour l'économie. Voilà. Donc, nous considérons malheureusement que cette réforme ne va pas assez loin, si ce n'est qu'on continue à aggraver les prélèvements obligatoires et à augmenter les cotisations. Et c'est là où je voudrais faire un focus, donc au-delà de ce qui a pu être dit sur la question des employeurs, et même s'il est envisagé des compensations, je voudrais mettre l'accent quand même sur le régime des travailleurs indépendants. Pourquoi ? Parce que le régime des travailleurs indépendants, et l'an dernier, et ça a été voté ici puisqu'il y a eu un PLFSS et un PLF pour 2013, les travailleurs indépendants se sont vus accroître leur charge sociale d'1,1 milliard. Bon. Et nous continuons avec, alors c'est pas seulement la réforme des retraites, puisqu'il faut la coupler avec le PLF et le PLFSS, mais on va avoir pour les travailleurs indépendants un déplafonnement des cotisations vieillesse, sous un prétexte d'ailleurs qui est contestable, puisqu'on dit oui, mais ce sont des régimes alignés, donc il faut qu'il y ait un alignement par rapport au régime général. Et par ailleurs, vous aurez également une augmentation des cotisations vieillesse, dont seulement une partie
puisque si elle est compensée pour l'employeur, par définition, le travail indépendant, il n'y a pas de part employeur, part salarié, il paie l'intégralité des cotisations. Et donc, de ce fait, l'augmentation des cotisations vieillesse ne sera pas intégralement compensée. Qui plus est, on aura ce problème de déplafonnement concernant la cotisation vieillesse. Alors, je dis que dire que c'est un aliment par rapport au régime général, c'est faux. Parce que dans le régime des travailleurs indépendants, l'assiette qui sert de base au calcul des cotisations, c'est le bénéfice. Or, dans le bénéfice, vous n'avez pas que la rémunération de l'exploitant qui va servir à faire vivre le chef d'entreprise et sa famille. Dans un bénéfice, vous avez la rémunération du capital et vous avez également toute la part qui va être réinvestie dans l'entreprise. Or, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est sur l'intégralité du bénéfice qu'on prélève les cotisations des travailleurs indépendants. Donc, on va encore accroître. Alors, je suis désolé, mais puisqu'on dit beaucoup qu'aujourd'hui les entreprises vont avoir une pause. Alors je ne sais pas où elle est la pause, parce que le gros problème de l'immense majorité des chefs de très petites entreprises, c'est qu'ils ont le statut de travailleur indépendant. Ce sont des entreprises, mais fiscalement et socialement, ils sont traités comme les ménages. Voilà. Et donc ça constitue un vrai problème. Et on ne fait qu'aggraver aussi les distorsions qui existent déjà avec le régime de l'auto-entrepreneur. Voilà. Troisième point sur lequel je voudrais faire un focus, c'est effectivement le compte pénibilité. Geneviève Roy a eu l'occasion déjà de l'évoquer. Et ça, c'est un problème bien français, c'est que derrière une idée qui, après tout, est plutôt séduisante, qui est de dire il faut s'occuper de pénibilité. D'abord, il faut savoir que les entreprises, les branches professionnelles, parce que pour mener des actions pour les plus petites entreprises, c'est souvent les branches professionnelles qui peuvent le faire, se soucient évidemment de la pénibilité. Pourquoi ? Parce que quel intérêt l'entreprise a de faire travailler ses salariés dans de mauvaises conditions ? Qui plus est, dans les petites entreprises, le chef d'entreprise est concerné de la même manière. Donc de toute façon, il est à l'acte de production comme ses salariés. Donc on n'a aucun intérêt. L'objectif, en tout cas à nos yeux, c'est plutôt de travailler sur la prévention. Quand je dis travailler sur la prévention, ça a deux phases, à la fois sur la réduction de ce qui peut être considéré comme pénible. Et si vous prenez les activités du bâtiment à titre d'exemple, on a bien vu que les sacs de plâtre, les sacs de ciment ont largement été réduits, c'est-à-dire qu'il y a une manière aussi très active de réduire ce qui peut être considéré comme une source de pénibilité. Et puis, deuxième élément, c'est de mener des actions collectives, parce qu'on sait bien que dans les plus petites entreprises, on ne peut pas imaginer des actions individualisées en interne. Par contre, on peut mener des actions collectives. Mais là, vu ce qui s'est passé avec la décision du Conseil constitutionnel sur la possibilité qui était laissée aux branches professionnelles de faire des actions mutualisées, on est un peu bloqué. Alors quand je parle de limiter, il y a des actions très concrètes qui étaient menées, je pense à la coiffure, puisque effectivement dans la coiffure, quand vous êtes en position debout toute la journée, ça peut poser des problèmes. Bon, on sait qu'il y a une manière de régler ces problèmes-là, d'être sur un tabouret à certains moments quand on est en coupe des cheveux, etc. Bref, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être menées, mais si elles ne sont pas menées de manière collective, on n'y arrive pas. Mais sur ce compte pénibilité, puisque c'est pas ce qui est proposé. Alors d'abord, il y a une curiosité, mais Geneviève Roy l'a dit, c'est que on demande au Parlement de voter un principe, et ensuite sa mise en œuvre, on aura voix après, puisque il y a des facteurs de pénibilité, puisque c'est ceux qui sont issus d'une négociation avortée, mais ces 10 facteurs existent. Mais ensuite, il va falloir dire à quel niveau, c'est-à-dire port de poids, quels sont les poids, si c'est du bruit, les décibels, etc. J'en passe et des meilleurs. Et moi, je voudrais, parce que on a un code du travail, voire un code de la sécurité sociale, qui aujourd'hui devient de plus en plus virtuel. Et je voudrais que vous mettiez à la place d'un chef d'entreprise qui a 2 salariés, qui est dans la maçonnerie, parce que quand on est sur un travail posté, et c'est le cas dans les plus grandes entreprises, mais quand on est dans une petite entreprise, par définition, le salarié exerce l'intégralité du métier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut mettre en œuvre au plan pratico-pratique, il faudra faire des fiches individuelles journalières. Donc vous voyez mon maçon avec ses 2 salariés qui vient chez le client, ça peut être nous tous, et donc à un moment,
Peut-être que le salarié va devoir, je sais pas, il y aura un marteau-piqueur parce qu'il faut détruire un mur. Donc pendant 1 heure, peut-être qu'il va faire ça. Donc pendant 1 heure, il aura été exposé à un facteur. Ensuite, le reste du temps, il va pas du tout être exposé. Donc en fait, ça reviendra à ça. Alors franchement, enfin, Geneviève l'a dit, mais on nous parle de choc de simplification. Déjà, quand on nous parle de choc de simplification, on est très inquiet parce qu'en général, on va nous inventer un nouveau truc parce que la France a une vertu, c'est d'avoir beaucoup d'imagination, mais en général, on laisse en l'état tout et puis on ajoute quelque chose de supplémentaire. Voilà. Donc, sincèrement, on est très inquiet sur ce compte de pénibilité, sur sa faisabilité, sur les risques de contentieux. Et encore une fois, ne prenez pas mes propos comme on se désintéresse de la pénibilité. Bien au contraire. Bien au contraire. Il faut au contraire mener des actions pour faire en sorte que les activités puissent être exercées dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie. Très bien, après ces 3 exposés, je vais laisser la parole à Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Pour vous m'excuser tout de suite, j'ai un autre rendez-vous, puisque notre réunion devait avoir lieu à 9h, elle a lieu à 9h30, donc je vais être obligée de partir à 10h45. Donc si nous n'avons pas terminé, je vous prie d'ores et déjà de m'excuser de mon départ anticipé. J'ai bien entendu, Madame la Présidente, les points de vue des 3 organisations que nous avons devant nous. Vos positions ne sont pas vraiment une surprise pour nous, on l'a déjà entendu. Je voudrais essentiellement baser mon propos sur la pénibilité et vous réinterroger par rapport à cette question-là. Tout le monde sait, je pense qu'il est bon de le rappeler, que nous ne sommes pas égaux face à l'espérance de vie. Les conditions et les travaux exécutés à la vie professionnelle des gens pèsent sur l'espérance de vie, on le sait bien, et je réfute l'idée que ce sont aussi les conditions de vie personnelles qui jouent un rôle sur l'espérance de vie. On passe beaucoup de temps à son travail, donc je crois qu'il y a un problème là dont il faut se saisir. Autre élément, personne ne conteste que certaines conditions de travail, certains métiers qui sont utiles. Il ne s'agit pas de nier l'utilité des maçons, il ne s'agit pas de nier l'utilité des coiffeurs, il ne s'agit pas de nier la nécessité du travail de nuit pour que l'économie française puisse fonctionner. Parce que si on supprime le travail de nuit, on sait bien que ce sont d'autres entreprises qui ne travaillent pas la nuit, dont les salariés ne travaillent pas la nuit, mais qui ne pourront pas fonctionner parce que non alimentés, etc. Donc personne ne conteste ça, mais on sait par ailleurs que le travail de nuit dégrade la santé des personnes qui l'exercent, qui exercent un travail de nuit. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est dit scientifiquement. Donc, moi, j'ai une question générale par rapport à cela, c'est est-ce que vous ne pensez pas que la création de ce compte personnel de prévention de la pénibilité, bien de prévention, peut amener les entreprises à travailler sur des remédiations sur les conditions de travail, l'organisation du travail. Et M. Burban disait il peut y avoir des actions. Donc moi, ça m'intéresse de savoir comment cette question-là est traitée et peut être traitée et comment le compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés peut amener un travail entre les partenaires sociaux dans les entreprises. Alors bien sûr, il y a les grosses entreprises et les petites entreprises, il y a les métiers de l'artisanat, c'est sans doute plus compliqué parce que il y a ces travaux à faire, mais moi, il m'importe de savoir un petit peu comment vous, au-delà de votre point de vue par rapport à ce compte pénibilité, comment vous envisagez les choses dans l'avenir pour améliorer ces questions-là. Monsieur Agenais, excusez-moi. Monsieur Agenais parlait de la trappe à pénibilité, avec l'idée qu'il y a des gens qui entreraient. Moi, je veux quand même rappeler que dans le compte personnel, il y a aussi un objectif de formation
c'est-à-dire de vie professionnelle et de possibilités qui doit être donnée à un salarié exposé à envisager des orientations professionnelles et des changements de cap, et parce que on est on va être à 43 ans au travail, et que 43 ans au travail, c'est pas forcément le même travail dans les mêmes conditions, et on le sait bien aujourd'hui. Donc je voudrais aussi que vous nous en disiez un petit peu plus sur la question de la formation. Et puis ma troisième remarque, elle porte sur les facteurs de la pénibilité. Je ne sais pas à vous, mesdames et messieurs, que je vais rappeler que les facteurs les 10 facteurs, 9 ou 10, selon la manière dont on compte, ils ont été définis et décrits par les partenaires sociaux. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en question ces facteurs-là, ou est-ce que vous considérez qu'ils sont toujours pertinents? Et comment aujourd'hui, même si on sait que les négociations ont capoté à un moment, mais on sait bien pourquoi, est-ce que vous avez utilisé, est-ce que vous vous êtes emparé de ces facteurs-là, et est-ce que ces facteurs-là sont toujours pertinents, ou est-ce qu'il faut retravailler sur ces définitions? Voilà, Madame la Présidente. Merci. On va laisser répondre déjà, et ensuite, voilà. Monsieur Agenais, alors je regarde les mains qui se lèvent derrière vous. Pour répondre à vos différentes questions, je crois qu'il y a en premier lieu une question centrale qui se pose. Nous devrions normalement tous être d'accord sur un objectif qui est de réduire la durée d'exposition à la pénibilité. Et réduire la durée d'exposition à la pénibilité, ça signifie travailler effectivement, prioritairement sur le reclassement. Alors j'entends bien qu'effectivement, dans la loi, il est prévu de pouvoir utiliser les points acquis pour se former ou pour avoir un temps partiel à l'approche de sa retraite. Mais simplement, ce que je voudrais vous dire par observation du terrain, c'est que tout simplement, l'option départ anticipé occulte tout le reste. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'appel d'air. Les salariés savent que la durée d'activité va s'allonger. Brusquement, on leur dit qu'il y a une possibilité de départ anticipé. C'est ça qu'ils retiennent. Et je note d'ailleurs que quand je lis les publications syndicales sur le terrain, elles se caractérisent sur ce sujet-là par une extraordinaire prudence sur l'ensemble du dispositif et du projet de réforme. Et le seul point qu'elles mettent en avant, c'est effectivement ce point-là, et non pas celui de la formation ou non pas celui du temps partiel. Donc je crois que nous sommes maintenant devant cette problématique qui, encore une fois, et j'ai eu l'occasion de le dire dans une autre audition, ne vient pas uniquement de ce dispositif, mais du fait que ce dispositif vient se surajouter à une autre problématique qui était déjà existante. Et la question qui se pose à nous maintenant, c'est comment faire en sorte, alors que finalement tout le système semble être un système de récupération et un système qui oriente les gens vers un départ anticipé, comment aller à contre-courant et faire en sorte qu'on puisse inciter les gens à aller vers du reclassement. Alors, si vous m'interrogez pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire, pour moi, la ligne me paraît assez simple à énoncer, mais fort difficile à mettre en œuvre. Il faut travailler avec les partenaires sociaux sur le terrain pour remettre à plat l'ensemble du dispositif de la pénibilité dans les entreprises et essayer de faire en sorte, avec les enveloppes qui sont les nôtres, de plutôt les utiliser pour inciter les gens à se reclasser que de les inciter à utiliser le dispositif pour partir un peu plus tôt. Donc travailler finalement sur le fait qu'en réduisant l'exposition à la pénibilité, on augmente l'espérance de vie en bonne santé. Et de ce point de vue-là, si parmi les 3 options qui sont offertes dans le compte personnel de prévention de la pénibilité, on pouvait faire en sorte qu'il y ait une incitation des salariés à aller vers le reclassement, sans pour autant
nécessairement enlever les autres, puisque je comprends bien que vous ne pourrez pas forcément le faire, mais je crois que ça irait dans le sens des efforts que les entreprises vont devoir faire. Sans ça, je crains fort qu'on parle beaucoup de prévention dans les textes, mais qu'on finisse par en faire très peu sur le terrain, parce que ça n'intéressera plus personne. Madame Roy. Personnel. Pardon. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les conditions de vie personnelle. Les conditions de travail ont naturellement un impact, hein, je ne le nie pas, sur l'espérance de vie en bonne santé. Mais complètement nier le fait que chaque individu a aussi une responsabilité dans sa vie personnelle sur l'état de sa santé, ça me paraît quand même un peu court. Enfin, on a quand même, nos salariés travaillent 35 heures, il y a une autre vie en dehors du travail. Et cette vie-là a aussi un impact sur le fait qu'ils resteront ou pas en pleine santé jusqu'à la fin de leur vie. Moi, j'attire aussi votre attention, vous avez parlé des 10 critères sur une négo qui a échoué. Mais cette négo avec les 10 critères, elle instaurait un filtre médical. Il y avait bien la constatation d'eux. Toute la difficulté, si vous ne mettez pas de filtre médical, c'est bien comment vous allez... Enfin, on va compenser un risque qui ne surviendra peut-être pas. Et on est tous, alors là pour le peu, totalement inégaux face à, par exemple, moi vous me faites porter une charge de 20 kilos, je ne vais pas faire beaucoup, hein, je ne vais pas faire longtemps, mais la stature, enfin, le fait que physiquement nous soyons effectivement, enfin, l'inégalité, elle est partout là-dessus. Chaque individu est face à un risque exposé de manière inégale par rapport à son voisin. Et donc, comment va-t-on faire pour mesurer ? Parce que dans notre négociation échouée avec les 10 critères, le filtre médical, il venait compenser tout ça. Là, vous ne l'avez plus. Donc là, on a une vraie difficulté. Et qui plus est, nous, chefs d'entreprise, on va devoir dire, alors je ne sais pas comment on fera. Enfin, franchement, moi, je m'interroge. Bon, mais vous avez il y a des métiers qu'on peut compenser, d'autres qu'on ne peut pas compenser. Le travail de nuit, je ne sais pas comment faire. Moi, vous faites comment sur le travail de nuit ? Et encore faut-il, moi je ferai une différence entre le travail de nuit en 3-8 avec des changements de rythme qui sont effectivement probablement plus compliqués physiologiquement à supporter que quelqu'un qui travaille 3 nuits par semaine et qui 3 nuits 12 heures par semaine et qui le reste du temps fait ce qu'il veut. Et qui en plus avec des compensations en temps, puisque la loi nous y oblige et que toutes les branches ont négocié ces compensations en temps. Donc la pénibilité sur laquelle on n'a aucun moyen, moi je ne sais pas faire, dites-moi, donnez-moi une piste, sauf à dire que à la place de mettre travailleur de nuit, je mettrai un digicode. Et on dira bonjour monsieur le digicode. Donc on a là-dessus, enfin, j'attire votre attention, mais enfin, pour moi, c'est un point qui est extrêmement important. Sur le reclassement, enfin, moi, je ne sais pas reclasser. Quand on aura un salarié qui aura eu l'appétence et la compétence, parce que encore faut-il que nos salariés aient l'appétence à la formation. On peut le regretter, mais c'est un fait. Tous les salariés ne vont pas spontanément à la formation. Quelquefois, ce sont des métiers, et même si moi je le redis avec beaucoup de précaution, ce sont des métiers qui demandent en général peu de qualifications. Et donc ce personnel-là est en général pas forcément en capacité d'avoir une formation qui va être plus qualifiante et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes-là ? C'est quoi la solution de sortie ? C'est Pôle emploi ? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution, ni pour les uns ni pour les autres. Parce que pour moi, le plus pénible à supporter dans la vie, c'est de ne pas avoir de travail. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Et naturellement, si on devait regarder comment on peut évoluer, c'est évidemment retravailler sur les seuils. Peut-être pas garder cela parce que nous avions un filtre médical.
vous nous dites souvent, mais vous les avez-vous négociés? Oui, non, mais c'est pas comme ça qu'on les avait négociés. Donc reprenez la copie et remettez un filtre médical, de manière à ce qu'on essaye d'être objectivement en capacité de. Pour l'instant, on ne sait pas. Merci. Monsieur Burban. Oui, j'ai déjà effleuré le problème tout à l'heure. En fait, et d'ailleurs, dans ce que disait Madame de Montes, mais si les travaux pour lesquels, effectivement, qui sont assujettis à des facteurs de pénibilité, je pense notamment aux infirmières qui travaillent la nuit, etc., c'est un problème de société. Parce que du coup, le texte tel qu'il est fait, il va créer une cotisation pour toutes les entreprises, mais en réalité, il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles, qui sont nécessaires à la société. Bon, donc ça, c'est ma première interrogation. Deuxième point. Nous considérons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, la pénibilité, on n'a aucun intérêt à maintenir les personnes dans des situations pénibles. Bon. Et ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un vrai travail avec les fournisseurs, parce que par moment, c'est les fournisseurs, je parlais tout à l'heure des sacs de plâtre, des sacs de ciment, etc., qui ont été réduits par 2, voire même plus. Donc il y a un certain nombre de choses très concrètes qui sont menées. Au-delà de ça, parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que 95% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés. Hein, et que même si on chute un peu, on a quand même plus de la moitié des salariés français, à peu près 53%, qui travaillent dans des entreprises de moins de 50. Donc il faut aussi regarder la réalité des choses. Et si vous prenez rien que les moins de 10, enfin moins de 20, on est à 37%. Bon, ça veut dire que dans ces entreprises, il est toujours compliqué de mener des actions en interne. Bon, ça veut dire, mais je me répète, qu'il faut mener des actions collectives et des actions mutualisées. Alors, c'est ce qui a été fait jusqu'à présent, puisqu'il y a eu des engagements au-delà de ce que les branches professionnelles ont pu signer en termes de convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie, en particulier la branche AT-MP, mais aussi avec les CARSAT. Et donc, il y a des actions qui sont menées très concrètement. Au-delà de ça, pour les branches qui avaient mis en place des complémentaires santé. Alors, je sais bien que ce sujet soulève entre nous parfois quelques divergences, enfin différences, on ne va pas parler de divergences. Mais pour ceux qui avaient mis en place des complémentaires santé, obligatoires, je pense notamment aux branches boulangerie et coiffure, parce que c'est eux qui ont commencé les premiers, il y avait dans ce cadre-là, il y a toujours tant qu'ils ne tombent pas, puisqu'il y a une incertitude sur leur pérennité. Mais il y a des actions très concrètes, donc évidemment que la complémentaire santé obligatoire servait à rembourser le panier de soins pour les salariés, mais au-delà de ça, ont été mis en place des actions très concrètes de prévention des risques, parce que pour nous, les questions de pénibilité, c'est pas un problème de retraite, c'est un problème de santé au travail. Bon. Et dans ce cadre-là, je vais donner des exemples. Je parlais tout à l'heure de la coiffure avec des guides de bonne pratique justement pour éviter de rester dans la situation debout. Mais pour la boulangerie, bon, un des problèmes dans la boulangerie, il faut savoir que vous avez de la farine, ça vous le saviez, et qu'il y a des poussières de farine. Bon. Et ces poussières de farine peuvent générer de l'asthme. Bon. Et alors en plus, on a des personnes qui sont plus, malheureusement, qui peuvent être plus sensibles que d'autres. Bon, dans les actions collectives, il y a une action très concrète parce qu'on peut faire diminuer dans le fournil, qui est là le lieu où on fait fabrique le pain, on peut faire diminuer ces poussières de farine et donc du coup, on apporte une réponse très concrète. Autre élément, enfin autre exemple, toujours mené dans la boulangerie, et je le savais pas, donc il y a pas très encore, il y a peu de temps, mais il faut savoir que quand vous travaillez dans une ambiance sucrée, et même si vous mangez pas de bonbons, vous pouvez avoir des caries dentaires. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe en boulangerie via justement l'action collective? Ça permet de suivre, parce que c'est souvent les plus jeunes salariés qui malheureusement sont les plus négligents et qui se disent bon, on verra plus tard, et puis souvent il est trop tard. Et donc pour les salariés les plus jeunes de la boulangerie, eh bien, il y a des consultations gratuites, financées justement par le collectif,
pour pour faire en sorte que on détecte les caries, et il y a des soins aussi gratuits pour les salariés concernés. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que pour nous, prévenir, parce que le problème, effectivement, et Geneviève l'a dit, nous le reclassement, vous savez, quand vous avez 2, 3, 4, 5 salariés, je veux dire, malheureusement, le reclassement, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mener des actions concrètes pour essayer de réduire la pénibilité, soit, comme je l'ai dit, via des actions collectives, mais ça s'est fait aussi en boucherie. Aujourd'hui, un boucher, il y a 30 ans, l'abattoir vous amenait des quartiers de bœuf, des demi-bœufs. Bon, il fallait le porter, en fait, tout le monde a cette image d'Épinal, on voit tous, c'était pas Rungis, mais c'était Oal, avec son quartier de bœuf et tout en blanc. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, les abattoirs découpent plus, et en plus, vous avez même des artisans bouchers qui, lorsque les pièces arrivent, c'est même pas porté, vous avez un crochet, hop, et puis on appuie sur un bouton, puis ça monte. Voilà, bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup, parce que je crois que, moi je me demande dans quelle mesure ce compte n'arrive pas trop tard. C'est-à-dire qu'en réalité, l'objectif, c'est de prévenir le plus possible. Bon, après, le travail de nuit, c'est sûr que on peut sans doute moins le faire. Par ailleurs, je voudrais aussi insister, parce que dans les facteurs de pénibilité, alors aujourd'hui, le problème, si vous voulez, c'est que quand on les a imaginés, on les a pas du tout imaginés pour ça. L'objectif de ces facteurs, c'était de dire, il n'y a pas des métiers pénibles. Parce que, alors, si on veut décourager, déjà qu'il y a des difficultés de recrutement dans un certain nombre de professions, si on leur dit aux petits jeunes, excusez-moi l'expression, mais on dit aux jeunes, venez donc chez nous, c'est du sang, de la sueur. Non, c'est pas possible. Donc, c'est ce qui avait amené à se dire, il faut regarder les facteurs. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, effectivement, comme ça a été dit, l'objectif, c'est pas d'en faire la même chose que ce que nous, on avait prévu d'en faire. Voilà. Très bien. J'ai déjà quelques inscrits. Monsieur Godefroy, Madame Procassia, Madame Génisson. Je viens de voir Monsieur Wallerenberg, Monsieur Vatrin. Monsieur Godefroy. Oui, Madame la Présidente, merci. Ce sera assez rapide. J'ai entendu les propos de Monsieur Agenet et je dois dire que c'est une préoccupation que je partage. Parce que nous avons un texte que je soutiens. Je considère que la pénibilité, on ne s'en est peut-être pas encore suffisamment occupé, je vais y revenir, mais il est vrai que cette conjonction avec l'allongement du départ en retraite risque de, comment dirais-je, inciter les personnes beaucoup plus à s'orienter vers une sortie du travail que vers régler un problème et se reconvertir vers des postes moins pénibles. Moi, je considère que je travaille encore aujourd'hui, donc ça fait plus de 50 ans que je travaille, mais je serais incapable de faire le travail que je faisais quand j'avais 25 ans. Et donc, effectivement, dans un certain nombre de branches, il est nécessaire de permettre une sortie dans l'entreprise, une sortie des postes pénibles. L'inconvénient, c'est là j'y viens, l'inconvénient, c'est que nous sommes devant une situation où, traditionnellement, les négociations dans l'entreprise, pour ce qui concerne le travail pénible, les travaux insalubres, étaient toujours des compensations salariales, voire dans certaines entreprises des compensations avec des primes, soit des compensations, pour ce qui concernait mon entreprise, de possibilité de départ en retraite anticipée, les travaux insalubres. Et donc, je peux vous dire qu'à l'époque, et je suppose que c'est toujours vrai maintenant, il y avait concurrence pour faire les sales boulots, justement pour obtenir ces compensations. Et donc ma crainte là, c'est qu'effectivement ce compte pénibilité, si on ne prend pas des précautions, soit simplement un compte pour essayer de résorber ce que les travailleurs, pour un certain nombre, ne souhaitent pas, c'est-à-dire ne pas pouvoir partir à 60 ans. Et donc on serait, à mon avis, à côté de la plaque. Donc ça, c'est une appréciation que je porte, et je crois qu'il faut qu'on soit très prudent sur les moyens qu'on va mettre en œuvre. J'avais une question surtout essentielle à poser. En tant que rapporteur de la branche accident du travail maladie professionnelle, j'aurais voulu savoir de la part des représentants des organisations patronales s'ils peuvent m'éclairer, m'apporter des idées. J'aimerais savoir comment on va articuler ce compte personnel, pénibilité, avec le fonctionnement de la branche AT-MP. Parce que
il me semble que la vocation de la branche AT-MP, même si malheureusement, je le dis très, très crûment, malheureusement ça n'a pas toujours été le cas et ce n'est pas le cas, était essentiellement justement de prendre des mesures pour supprimer la pénibilité. Je pense que ce travail a été fait dans certains endroits, mais pas suffisamment. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, c'est comment on va articuler ce compte pénibilité donc qui est créé et la branche AT-MP qui a vocation aussi à faire ça. Et donc voilà, c'est une question que je souhaiterais poser. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Oui, simplement pour dire effectivement, juste un mot, que je suis de mon côté assez sensible aux propos de M. Burban concernant le régime des indépendants, qui l'an passé a fait un effort et que manifestement, il faut certainement peut-être y regarder parce qu'on ne peut pas demander tout le temps aux gens de multiplier les efforts année après année. Merci, M. Godefroy. Catherine Procaccia. Merci, Madame la Présidente. Alors moi, excusez-moi, mais une question très pratique à M. Burban. Vous avez évoqué le Conseil constitutionnel et une décision, j'avoue l'ignorer, si vous pouviez, ou alors la connaître, mais peut-être pas sous ce nom-là, si vous pouviez la préciser. Je présume que je ne suis pas la seule ici à pas savoir exactement ce dont il s'agit. J'ai entendu avec intérêt les intervenants et mes collègues. Je crois effectivement que pour les TPE, même pour les PME, le compte, il doit devoir avoir un aménagement pour le compte pénibilité, faute de quoi, effectivement, vous n'aurez plus, vous avez déjà bien du mal à embaucher dans un certain nombre de métiers. On sait bien tout ce qui est métier de bouche, boulanger, mais même aussi menuisier et autres, quelles sont les difficultés. C'est vrai qu'en pointant du doigt ces métiers en disant qu'ils seront pénibles, et ils sont encore plus pénibles que ne l'imaginent les jeunes, on va mettre à mal le recrutement et on va démolir aussi des filières d'apprentissage que l'on essaie de valoriser ici au Sénat et avec vous quand on fait nos journées de l'artisanat. Il y a une certaine contradiction. Vous évoquiez le reclassement et je pense à justesse que dans une TPE, comment peut-on reclasser les gens? Mais je peux vous dire que moi, dans mes fonctions de salarié responsable d'une équipe de 50 personnes en logistique, dans une grosse entreprise qui n'avait pas, qui normalement, quand vous êtes 2000 ou 3000, on n'a pas de problème de reclassement. Mais ces problèmes de reclassement, vous les avez. J'évoque des collaborateurs qui... alors, je ne me souviens plus le terme exact, mais vous savez, qui manipulaient les gros chariots bien lourds. Ou caristes, c'est ça, ou mes gars du service courrier. Quand je leur avais fait faire les formations posture, quand j'ai essayé de les former à l'informatique pour dire vous pourrez évoluer, on ne peut pas rattraper un niveau intellectuel qui va les mettre dans un emploi de bureau si vous êtes une entreprise de service. Et je ne pouvais pas les mettre en hôtesse d'accueil, de toute façon j'en avais 2. Et je n'allais pas mettre les 2 autres à l'extérieur. Que faites-vous de ces personnes quand ils ont un problème de dos médicalement reconnu, et même quand ils ont 35 ou 40 ans et qu'on ne peut pas les mettre dans un autre service et un autre secteur parce qu'il faudrait reprendre leur formation ou qu'ils ont arrêté à la 6e ou à la 5e pour quelques-uns. Donc même avec la meilleure volonté du monde, qui était l'esprit de mon entreprise, et le mien, je vous assure que le reclassement n'est pas toujours possible. Donc j'ai pas trop compris comment on pouvait faire cette chose dans le projet de loi, et en particulier pas quand les gens ont 55 ans ou 60 ans, mais le problème il peut arriver bien avant. Et ben là je pose la question à Madame le rapporteur, est-ce qu'il est envisageable ou pas de réintroduire un minimum de filtre médical? Parce que exemple concret, autour de moi, tous les jeunes étudiants, enfin jeunes qui ont 30 ans, qui ont fait des études, ne travaillent plus que sur écran.
on ne travaille plus autrement. Vous êtes ingénieur, vous faites... Et ils me disent tous, oh là là, qu'est-ce que c'est fatigant, travailler sur écran, j'ai mal à la tête, ma vue baisse, j'ai mal au dos parce qu'on est assis toute la journée devant l'écran. Est-ce que ce type d'emploi va être bientôt considéré comme pénible? Et je trouve qu'effectivement, travailler sur l'écran, éventuellement avec peu de lumière, est quelque chose de pénible. Alors, est-ce que tout le travail, quel que soit le travail, va devenir pénible? J'ai des interrogations, je n'ai aucune certitude. En tout cas, ma seule certitude, c'est qu'effectivement, par rapport aux PME et aux TPE, il va falloir trouver une solution. Merci. Catherine Génisson. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, merci à vous tous de vos interventions, c'est très intéressant. Monsieur Bourbon a dit tout à l'heure, pour nous, la pénibilité, c'est le sujet de la santé au travail. Je crois que les uns les autres, nous aurons également une vérification à avoir sur cette question-là, parce que dans le texte de loi, il est quand même indiqué que la prise en compte de la pénibilité, c'est aussi la possibilité, Madame le rapporteur l'a rappelé à plusieurs reprises d'ailleurs, la possibilité de pouvoir vivre son temps de retraite le plus longtemps possible en meilleure santé possible, j'ai envie de dire. Je crois que le sujet de la pénibilité nous occupe effectivement, c'est un sujet central du texte de loi et personne ne doute des efforts, quel que soit le type d'entreprise considéré, qui sont faits pour la prévention de cette pénibilité. Je voudrais prendre le cas particulier du travail de nuit qui a été largement évoqué. Madame la rapporteure le rappelait à plusieurs reprises. Il y a des recours obligatoires au travail de nuit, que ce soit dans tous les secteurs de la vie publique finalement, que ce soit dans le monde de l'entreprise, et on ne peut pas le nier. Cela n'empêche pas d'ailleurs d'avoir une réflexion sur le recours au travail de nuit. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui, et de savoir si on est dans l'obligation du développement économique ou nous sommes dans la logique de confort. Mais enfin, je ne vais pas ouvrir ce débat-là aujourd'hui. Ce qui a été dit, et très bien dit d'ailleurs, c'est sur le sujet du travail de nuit, c'est qu'il y a deux possibilités pour compenser la pénibilité du travail de nuit. C'est soit la valorisation pécuniaire du travail de nuit, soit le recours au repos compensateur. Et l'on sait très bien que très majoritairement, lors des négociations sociales, c'est souvent la première solution, d'abord à la fois collectivement mais individuellement, qui est choisie. Et ne peut-on pas, y compris dans la loi, être peut-être plus encadrant et faire en sorte que on sait très bien sur le sujet du travail de nuit que le recours au repos compensateur, à des repos compensateurs organisés d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le fait de cumuler des repos compensateurs ou pas, ce qui ne donne pas du tout la même chose en matière de prévention des complications du travail de nuit. Et ce qui ne serait pas intéressant que nous prenions des mesures qui fassent en sorte qu'on oriente, je n'allais pas dire obligatoirement, mais vraiment de façon préférentielle, les salariés vers ce qui est vraiment de la prévention des complications de la pénibilité. Je pense que ce serait peut-être une partie des solutions que l'on pourrait apporter. Monsieur Bourbon a également évoqué la complexité à titre individuel de remplir le compte pénibilité. On entend bien, et en particulier dans les TPE, vous avez totalement raison, mais autant j'allais dire, enfin je ne voudrais pas m'immiscer sur un secteur que je ne connais pas parfaitement, mais autant journellement on peut considérer que ça serait kafkaïen que de heure par heure, d'établir le compte pénibilité des salariés, mais n'y a-t-il pas quand même des études statistiques qui montrent que sur un mois, un an, le travailleur a effectué de façon statistique sans doute, mais à mon avis qui ne serait pas totalement fausse, tant d'heures de pénibilité absolue avec le marteau-piqueur, tant d'heures avec le ciment ou toute autre chose. Je pense que ce serait peut-être une façon de simplifier l'alimentation de ce compte pénibilité. Merci. Monsieur Dominique Vatrin. Oui, un mot sur la pénibilité, même si je ne resterai pas seulement sur ce sujet. Moi, je note quand même une certaine contradiction dans les interventions. D'un côté, on regrette que ce texte soit plus un texte qui compense qu'il ne fasse de la prévention. Bon, et d'un autre côté, on nous dit s'il n'y a pas de filtre médical,
hein, on compenserait même s'il n'y a pas d'effet manifeste. C'est précisément là tout le débat, parce que vous oubliez, il me semble, que la pénibilité a des effets différés. Vous oubliez que les facteurs de pénibilité qui sont repris dans le projet de loi ont des effets différés dans le temps qui sont prouvés scientifiquement. Alors, qu'on me dise qu'on ne peut rien faire, je ne l'accepte pas. Il faut agir. Et ce que je constate aussi, c'est qu'il y a du retard au niveau des entreprises pour agir, puisqu'on a les statistiques sur les accords et les plans d'action qui ont pris beaucoup de retard sur ces sujets. Alors que le compte de pénibilité ne règle pas tout, c'est l'évidence, puisque sont exclus notamment les générations qui avancent dans l'âge. Ils n'auront pas le temps de bénéficier du système. Que le système soit insuffisant, qu'il doivent être améliorés, c'est aussi une évidence. Mais entendre qu'on pourrait quasiment rien faire sans vraiment prendre conscience, il me semble là qu'il y a une injustice première, fondamentale, quand un ouvrier a 7 ans d'expérience de vie, d'espérance de vie en moins qu'un cadre, je crois qu'on ne peut pas parler tout à fait comme ça. Et puis moi, je n'en resterai pas sur la question de la pénibilité. Parce qu'on a eu aussi ce matin droit au couplet habituel sur la hausse des prélèvements sociaux. Je voudrais quand même rétablir quelques vérités, parce que on peut chiffrer cette réforme, on peut essayer tout au moins, et assez facilement, puisqu'on a commencé à avoir pas mal d'éléments chiffrés. Et si on regarde par exemple les économies qui vont être générées par le projet de loi, au total, en 2040, c'est vrai que c'est loin, mais on arrive à un chiffre d'économie de l'ordre de 16 milliards d'euros d'ici 2040. Mais après, c'est intéressant de regarder qui fait l'effort. Un bon 20% vont être supportés par les retraités. C'est le gel dans le temps des revalorisations, des pensions, la fiscalisation des majorations de pensions à partir de 3 enfants. 20%, 22, 23 supportés par les retraités, 60% par les salariés, c'est la hausse des cotisations et l'effet de l'allongement de la durée de cotisation, mais à peine 20% par les entreprises liées à la hausse légère, très légère des cotisations. Mais en même temps, ce qui n'a pas été dit complètement ce matin, et pourtant je l'ai entendu du gouvernement, et pas des moindres membres du gouvernement au plus haut niveau, c'est que la contribution des entreprises supplémentaires qui va être demandée aux entreprises sur les dispositifs de pénibilité ou en termes de cotisation supplémentaire va être entièrement compensée. C'est des engagements du gouvernement qui ont annoncé une baisse des cotisations patronales sur la branche famille compensée par de la fiscalité. Et donc au final, ce sont bien les salariés actifs ou retraités qui vont tout payer. Et puis, moi, je posais la question de savoir si ça vous paraissait normal, parce que il y a un chiffre peut-être qu'il faut donner, c'est que les cotisations sociales en France, même en France, ont augmenté 4 fois moins vite que le produit intérieur brut, c'est-à-dire que la richesse créée. Donc, ce serait quand même pas tout à fait incohérent de demander un effort de cotisation. D'autre part, moi, je voudrais aussi vous dire que, puisque j'interviens en tant que parlementaire communiste, que nous faisons bien la différence entre les groupes du CAC 40 et les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons en partie proposé dès 2010, dans le cadre d'une proposition de loi, la mise à contribution des revenus financiers des entreprises, qui actuellement, il faut bien le dire, ne cotisent rien ou pas grand-chose à la sécurité sociale. Et là, je pense qu'on aura un moyen de faire la différence dans les efforts à demander, qui sont nécessaires entre petites et moyennes entreprises d'une part, et les grands groupes capitalistes d'autre part. Une contribution vieillesse au taux normal des cotisations employeurs de la sécurité sociale permettrait de rapporter 30 milliards d'euros à la sécurité sociale, mais surtout,
Je crois que cet intérêt, c'est de contrarier la financiarisation de l'économie qui joue contre l'emploi et qui joue donc contre les recettes de la sécurité sociale. Et je rappellerai simplement, pour conclure, que les intérêts, les dividendes versés par les entreprises dans notre pays sont 2 fois plus importants que les cotisations sociales versées par l'ensemble des entreprises françaises à la sécurité sociale. Merci. Jean-Marie Wallerenberg. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais effectivement parler de pénibilité parce que je crois que c'est le sujet évidemment le plus important, parce que sans doute le plus complexe. Moi, je suis tout à fait convaincu qu'il faille et qu'il est nécessaire dans les retraites, dans le système de retraite, intégrer la pénibilité pour les raisons que mon collègue Watrin vient de répéter, puisque c'est une question qui est évidemment soulevée depuis longtemps, et notamment déjà depuis 2010 lors de la réforme précédente, où nous avions, notre groupe d'ailleurs, déposé des amendements qui n'ont pas pu être discutés ici au Sénat, d'ailleurs, parce que le débat a été écourté, mais sur ce sujet. On ne peut pas se contenter uniquement du handicap. Quand on cotise et qu'on travaille dans un métier pénible, on le sait, on profitera, statistiquement, bien sûr, après les cas sont individuels, mais moins de notre retraite. Donc je crois qu'il est légitime d'associer pénibilité et retraite. Ça me paraît simple. Sauf que, et vous l'avez largement démontré, dans le projet qui nous est présenté, c'est d'une complexité dont on ne sort pas. Vous l'avez souligné, que ce soit M. Agenet, M. Burban, Mme Roy, et c'est une complexité parce que je crois qu'on a voulu associer, par d'un bon sentiment d'ailleurs, la prévention et la réparation, tout simplement. Bien entendu qu'il faut supprimer les postes pénibles. J'ai fait de l'organisation dans ma première carrière professionnelle. J'ai fait de l'organisation. C'était donc il y a une 50aine d'années. Je peux vous dire que c'était à l'ordre du jour dans les entreprises de s'attaquer à l'organisation du travail à travers l'ergonomie du poste que les gens étaient amenés à tenir. Il y a des progrès considérables qui ont été réalisés dans les conditions de vie au travail, bien sûr, et dans la santé au travail. Mais il n'en demeure pas moins que tous ceux qui ont vécu cette période-là, et j'en suis, ils ont supporté effectivement la pénibilité, et aujourd'hui, ils ont une espérance de vie qui est réduite. Donc il faut trouver une solution. Et je pense que ça ne va pas être simple pour les parlementaires, en tous les cas que nous sommes, d'essayer d'apporter quelques améliorations au projet. Il ne faudra pas se laisser impressionner par tous les petits messieurs qui entourent les ministres, qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise et qui voudront maintenir le texte parce qu'ils ont pensé que c'était le meilleur texte qui convenait. Donc, il va falloir tirer. Je pense que l'audition que nous avons aujourd'hui est très intéressante. Oui, bien sûr, mais celle d'hier aussi, avec des spécialistes de cette question, pour essayer d'approcher une certaine vérité. Donc j'ai bien noté, moi, tout ce que vous avez dit, sans savoir comment on va en sortir, parce que ça ne va pas être simple, par exemple, de reconstruire une carrière, notamment pour les polypensionnés, ceux qui ont travaillé dans de multiples entreprises, pas simple. Ce n'est pas simple non plus sur le plan administratif pour un chef d'entreprise, c'est une évidence. Donc, et ça risque de coûter plus cher, vous l'avez souligné, M. Agenet, plus cher, et que l'évaluation qui en a été faite me paraît effectivement sujette à question. Donc voilà, moi, les remarques que m'inspirent ces auditions. Et puis je voudrais revenir alors au problème plus général et poser une question en particulier à Mme Roy. Moi, je considère qu'effectivement, comme les réformes de retraite précédentes, celle-ci ne va pas au fond du sujet,
Mais ça, ce n'est pas le débat de ce matin, même si ça a été abordé cursivement. Elle n'est pas structurelle, même si elle aborde par cette question une question de justice, on n'est pas au bout du bout. Et la question notamment que je voudrais poser à Madame Roy, vous avez dit que vous pensiez personnellement qu'il était préférable de reporter l'âge d'ouverture des droits, afin de ne pas faire porter l'avenir des retraites sur les jeunes. Oui, on peut penser comme ça, effectivement, on a le sentiment que là, on a peut-être un petit peu sacrifié les jeunes dans cette question, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'en reportant aussi l'âge de la retraite, on ne favorise pas non plus l'entrée des jeunes dans la vie active, parce qu'on sait bien que le remplacement, évidemment, sera retardé en partie d'autant. Donc c'est pas simple, vous savez. Moi, j'aime bien ceux qui ont eu des certitudes dans ce domaine et qui les affichent et qui les affirment. Eh ben, je vous dis bravo, mais essayez de m'éclairer, essayez d'éclairer notre Assemblée, parce que je ne crois pas que le problème soit aussi simple que vous l'énoncez. Merci. Merci, Laurence Cohen. Et comme nous l'a annoncé notre rapporteur, elle est obligée de nous quitter, mais nous terminons. Je n'en veux pas. Moi, je pense effectivement qu'on aborde un sujet qui est crucial. Quand on parle de pénibilité, on parle obligatoirement de financement, et je ne retirerai pas un mot de ce qu'a dit Dominique Vatrin. Donc, de ce point de vue-là, ça m'évite d'aborder la question. Je pense que la pénibilité, mon collègue vient de dire oui, ça va être difficile pour nous de légiférer, etc. Je pense que c'est indispensable de légiférer. Pourquoi c'est indispensable de légiférer? Parce que aujourd'hui, les conditions de travail d'un certain nombre de salariés sont pénibles, et que même s'il y a eu des efforts, effectivement, grâce au progrès technologique, grâce au progrès de la médecine, grâce à l'évolution d'un certain nombre d'entreprises, de chefs d'entreprise, etc., il y a quand même besoin, à un moment donné, d'imposer la loi pour parfois aller plus vite, pour parfois obliger quand même à modifier les pratiques, parce qu'il y a encore énormément de salariés qui souffrent d'un travail pénible. Ce que je veux souligner, moi, c'est que je pense que c'est extrêmement important, effectivement, de parler de critères de pénibilité. Ça me semble important, et de les... et comment dirais-je, de les peaufiner. Pourquoi? Parce on parle beaucoup de pénibilité qui vont réduire l'espérance de vie. Ça a été dit, je n'y reviendrai pas. Mais il y a aussi ceux qui ont la pénibilité qui entraîne en fait une réduction de la durée de vie en bonne santé. Il y a aussi toute la pénibilité, sont les risques psychosociaux qui ne sont pas abordés, qui sont extrêmement importants. Et je crois que... pourquoi c'est important de légiférer? Parce que les conséquences peuvent être dramatiques pour les salariés eux-mêmes, mais y compris représentent un poids pour la société tout entière. D'où l'importance d'avoir des actions en cette direction. Et il me semble que moi j'ai trouvé aussi des contradictions, c'est-à-dire que on dit oui, mais il faut travailler plus sur la prévention. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. Bien sûr, il y a besoin de travailler sur la prévention, mais il y a besoin de travailler sur la formation, sur la qualification et sur aussi la valorisation d'un certain nombre de métiers. Parce que la pénibilité, elle a des conséquences négatives, je viens de le dire, mais elle a aussi le fait que bien souvent, un certain nombre de métiers, je pense aux métiers du commerce, de l'accompagnement à la personne, liés à l'hôtellerie, qui sont beaucoup... comment dirais-je, l'apanage de femmes, sont en plus des métiers qui sont des métiers dévalorisés, où on ne reconnaît pas la valeur du travail. C'est-à-dire que finalement, souvent, ce sont des femmes qui les font, et puis compte tenu des, j'allais dire, des qualités naturelles, hein, mettez plein de guillemets, au niveau des femmes, elles n'ont pas besoin d'avoir une formation particulière parce qu'elles sont douées de patience, voilà, donc pas besoin de formation, etc. Mais ce sont des facteurs, tout ça aussi, qui aggravent la pénibilité des métiers. Donc il y a des réparations à faire d'un point de vue, effectivement, valorisation des métiers,
d'un point de vue salaire, d'un point de vue, à mon sens, justement de permettre à ces salariés de partir plus tôt, mais il y a aussi effectivement des problèmes de prévention et des problèmes de formation. Et je ne pense pas, même si après il peut y avoir, quand on est législateur, on ne travaille pas sur des cas particuliers, mais sur une loi qui s'impose à tout le monde, même s'il peut y avoir effectivement individuellement des difficultés parfois à peaufiner ou à encourager sur un plan de formation, je pense moi que en général, il y a une volonté du salarié d'évoluer. Et c'est ce qui doit nous motiver. Donc voilà, cette contradiction, j'aimerais bien avoir un échange là-dessus avec vous. Et le dernier élément également, je pense que dans les facteurs de pénibilité, il y a aussi l'accroissement des temps partiels, où notamment dans le commerce, on va demander à des personnes, je pense à des caissières, mais il n'y a pas que les caissières, de morceler tellement leur temps de travail que ça agrandit, élargit, c'est pas le terme, les temps de transport, etc. Et donc ça aussi, il y a besoin d'une vraie réflexion sur ces éléments-là. Merci, je crois qu'il n'y a plus d'inscrits, donc je vais vous redonner la parole et peut-être juste dire à Madame Roy, la rassurer que avant 22h, la journée peut quand même être bien remplie, et même si elle doit s'arrêter à 22h, je peux vous garantir que quand on la commence à 5h du matin, on est bien content qu'elle se termine à 22h. Donc voilà, tout est relatif quand on dit que la vie sera calme après 22h. Tout dépend à quelle heure on démarre sa journée, en effet. Je ne sais pas qui d'entre vous veut répondre aux questions posées? Monsieur Agenais, allez-y. Madame la Présidente. Peut-être deux ou trois remarques en rebondissant sur des questions ou des rappels qui ont été faits par les précédents intervenants. En premier lieu, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que la loi peut être parfois nécessaire pour faire évoluer les choses sur le terrain et les mentalités. Mais nous savons bien aussi que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce qui fait l'efficacité d'une loi, c'est qu'elle soit finalement bien adaptée à la situation sur le terrain. Et donc ça m'amène à une première remarque, en rebondissant d'ailleurs sur une idée très intéressante que j'ai entendue, qui est dans la mise en œuvre, d'essayer de redonner une certaine latitude et une certaine marge de manœuvre aux partenaires sociaux, notamment au niveau des branches ou au niveau des entreprises. Parce qu'il me semble que, vu la complexité du sujet, plus on va prétendre couvrir toutes les situations par des dispositions générales, et moins on arrivera à les appliquer sur le terrain. Et à l'inverse, plus on se rapprochera de façon pragmatique des situations sur le terrain, et plus ça sera facile à appliquer. Et c'était l'idée que vous évoquiez tout à l'heure, Madame, qui était aussi de peut-être chercher à simplifier un peu, parce que honnêtement, ça va être absolument kafkaïen, d'essayer peut-être, si les partenaires sociaux peuvent s'emparer de ce genre de sujet, non plus de tenir un décompte d'apothicaire des expositions à la pénibilité, mais peut-être de parvenir à des répartitions types qui pourraient être négociées au niveau des branches et qui simplifieraient considérablement le système. Alors, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas, mais en tout cas, redonner des marges de manœuvre aux partenaires sociaux sur le terrain au niveau de la mise en œuvre me paraît quelque chose d'important, à la fois pour l'application de la loi et pour la simplification du dispositif. Je voudrais, pour finir, revenir sur la notion de contradiction. Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. Simplement, nous travaillons dans les entreprises avec des êtres humains. Ils ont un certain nombre de réactions. Ce sont des êtres faits d'émotions. Donc, même si l'on offre 3 possibilités, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils s'orienteront sans doute plus facilement vers l'une des 3. Et donc, encore une fois, sur quoi je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est sur le fait que, sans négliger les autres, et là je parle bien peut-être plus facilement des grands groupes qui effectivement ont davantage de possibilités de travailler sur le reclassement, si quelque part tout le dispositif est contre-productif, vous mettez à bas des mois, voire des années d'efforts. Reclasser les gens, c'est bien ce que nous recherchons tous, c'est-à-dire augmenter leur espérance de vie en bonne santé.
Donc ça veut dire qu'il faut développer des plans d'action sur des années pour y arriver. Je peux vous citer un exemple. Tout à l'heure, j'entendais comment fait-on pour reclasser des salariés dans des grandes entreprises. C'est certainement pas simple. Moi, je peux vous citer un exemple d'une entreprise de production de 2000 personnes qui a effectué une cartographie de tous ses emplois. Pourquoi? Tout simplement pour être en mesure d'établir des passerelles permettant de faciliter le reclassement des gens. Ça signifie que l'entreprise doit aussi être amenée à gérer ses emplois. Certaines activités qui parfois pouvaient être auparavant sous-traitées peuvent ou doivent rester à l'intérieur de l'entreprise pour conserver un certain nombre de possibilités d'aménagement de postes. Donc tout ce travail-là suppose que tout le monde tire dans le même sens, c'est-à-dire que tout le monde soit convaincu que c'est ça l'axe fondamental. Et quelque part, si tout le monde est convaincu que c'est l'axe fondamental, alors les gens s'orienteront plus facilement sur la formation. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que si on laisse le dispositif en l'état, je vous garantis que 80 ou 90% des gens ne retiendront de ce dispositif que la possibilité d'un départ anticipé, alors que nous essayons tous depuis des années de faire passer le message inverse, et qu'il faut aller dans le sens d'un allongement de la durée d'activité professionnelle. Merci. Juste peut-être pour Catherine Procaccia qui est revenue, zut, je vais y arriver. La décision du Conseil constitutionnel, c'est sur la clause de désignation. Oui, tout à fait. Suite à l'ANI, enfin absolument. suite à la. En fait, voilà, c'est suite, et c'est pour ça qu'on parlait. Voilà, c'est de cette oui, décision que vous parliez. c'est tout à fait ça, Madame la Présidente. En fait, c'est le fait qu'ait été considéré comme inconstitutionnel l'article L912-1 du Code de la Sécurité sociale. Voilà. Mais voilà. Mais qui, je crois qu'il n'était pas d'accord avec la décision. Non, mais je crois. Mais juste rappeler que l'inconstitutionnalité de cet article interdit aujourd'hui aux branches professionnelles de mettre en place des dispositifs mutualisés. Donc ça va bien au-delà de la complémentaire santé, puisque ça remet en cause tous les dispositifs de prévoyance. Je rappelle qu'il y a 13 millions de salariés qui aujourd'hui sont couverts par des dispositifs de prévoyance, c'est-à-dire invalidité, capital décès, etc. Et que petit à petit, tout ça va disparaître. Voilà. Monsieur Godefroy, vous vouliez redire un mot? Allez-y, je donne la parole. Vos micros. J'attendais un peu de soutien sur les relations entre ce compte pénibilité et la branche accident du travail, maladie professionnelle. Donc ça pourrait m'arranger pour présenter au moment venu le rapport sur la branche AT-MP. Pour le rapport au PLFSS. Madame Cormand. Ah, voilà, merci. Merci, oui, c'est effectivement une question qui nous a aussi... que nous nous sommes posés aussi. C'est vrai que la branche AT-MP, c'est tout un dispositif qui a largement contribué à l'amélioration des conditions de travail, à la baisse de la sinistralité. Enfin, on arrive cette année à un niveau de taux de fréquence historiquement bas. Il n'y a pas de contestation sur le fait que sur la longue période, on a eu une baisse du nombre des accidents, qu'il y ait une baisse du nombre, une maîtrise des risques professionnels, y compris les fameux facteurs de pénibilité. Alors c'est vrai aussi que la branche AT, c'est pas uniquement la tarification, mais c'est bien sûr la tarification des actions du travail. Il y a aussi une mobilisation, notamment des professions dans des actions collectives avec des conventions d'objectifs, etc. C'est tout un ensemble qui fonctionne et qui, alors je ne dis pas que tout est abouti, hein, la prévention des risques professionnels, c'est forcément une mobilisation permanente, et donc ça n'est jamais terminé, mais il reste que cette branche a manifesté beaucoup d'efficacité. Elle est un peu, comment dire, la tarification a perdu un peu de son effet incitatif à la prévention, probablement, notamment du fait de l'importance des transferts qui sont faits de la branche vers des fonds et vers l'assurance maladie, etc. Ce qui fait que la part mutualisée est importante et que donc l'incitation ciblée sur les entreprises à risque a perdu un peu de son efficacité. Mais il reste que c'est un dispositif qui est orienté vers la prévention, qui est identifié, qui est connu, avec des interlocuteurs qui sont
identifiés, qui sont connus, qui travaillent ensemble, et que effectivement, nous on se pose la question de savoir si ce nouveau dispositif qui est mis en place sur la pénibilité finalement ne perturbe pas le fonctionnement clair et lisible de quelque chose pour mettre en place quelque chose qui est extrêmement complexe, qui est fondé sur une description qui, à ce stade, est fondée quand même sur une description des postes par poste, enfin personne par personne même, et qui est d'une complexité noire. Alors comment on articule? Eh bien, je trouve que c'est une bonne question parce que nous, on ne voit pas la réponse. Monsieur Godefroy, il faudra trouver une réponse à un autre moment. Voilà. Oui, Madame moi je voudrais revenir Monsieur Tissier. Tu me dis si tu veux. Si tu veux. C'est bon. Oui, simplement, je voulais revenir sur deux points, parce que là, on est très ciblé sur un aspect du dossier. Donc, revenir sur la complexité administrative, notamment par rapport à ce que disait Madame Génisson tout à l'heure. Il faut bien voir que c'est pas seulement la mécanique qui est proposée dans le texte, c'est pas seulement un compte. C'est d'abord la généralisation à tous les salariés de France et de Navarre, d'un mécanisme de fiche d'exposition, quel que soit le secteur. Deuxièmement, c'est seulement après cette mécanique-là, en fonction de cette mécanique qui est déjà extrêmement lourde et complexe. Par exemple, Pierre Burban a cité ce fameux exemple du maçon, qui peut avoir plusieurs types d'activités dans la journée et dont beaucoup ne seraient pas pénibles, d'où une comptabilité extrêmement difficile. Mais une fois qu'on a passé cette mécanique, on vient seulement au compte personnel. Je crois qu'il faut que les sénateurs comprennent qu'il y a un double niveau de complexité administrative. Et après ce compte personnel, donc on va le remplir par points, selon un barème qui était déjà compliqué, que l'Assemblée vient encore de compliquer et de modifier pas plus tard que hier. Bon. Ce décompte par points, quand il sera fait, il pourra être contesté par le salarié. Et évidemment, toutes les contestations seront possibles, puisque dans l'état actuel des choses, au moins, on ne prévoit pas de filtre médical. Donc tout pourrait être contesté, puisqu'il n'y aura pas, si j'ose dire, de jugement objectif médical, en tout cas tel que le système est présenté. Et donc il y aura des voies de retour, il y aura une voie de recours des salariés auprès des CARSAT, il y aura une commission ad hoc qui pourra revenir sur le décompte qui a été fait pour le compte de pénibilité. Alors, c'est pour ça que le mot kafkaïen qu'a employé Madame Roy et que vous avez réemployé n'est pas un mot exagéré. En tout cas, dans l'état actuel du texte. Je crois qu'il faut que tout le monde soit au courant des strates successives qui sont actuellement construites dans ce compte. Au passage, sur l'articulation, voilà un mot qui était très à la mode il y a quelque temps, qu'il est un peu moins, il y a une articulation, il y a une question d'articulation première. C'est la réforme de 2010 a prévu un dispositif concernant la pénibilité. Tout le monde l'a oublié parce que la montée en charge est lente, mais il existe. Donc, il va y avoir un problème et qui reposait qui contenait un filtre médical. Mais il va y avoir un problème d'articulation premier, c'est-à-dire comment va-t-on articuler ce qui existe déjà et qui est un dispositif de pénibilité avec le nouveau dispositif. En matière d'articulation, c'est la première question qu'il faudrait se poser. Deuxième point, et je m'arrête, c'est sur les masses financières. Alors, écoutez, on peut toujours faire des calculs et effectivement, comme disent les économistes, ex post, etc., dans ce jargon qui leur est propre, et aller en 2040. Là, pour l'instant, on n'est pas en 2040. Et d'ailleurs, les chiffres qui avaient été donnés sont extrêmement contestables. Mais il y a une certitude sur les masses financières, c'est que l'augmentation des cotisations employeurs et salariés, qui sont inclus dans le décret du 2 juillet 2012, enfin, qui sont liés plus exactement au décret du 2 juillet 2012 qui élargit le dispositif des carrières longues aux personnes ayant 18 ou 19 ans, ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, représente, je dis employeurs et salariés, parce que dans ce domaine, je crois la représentation patronale a bien conscience aussi de l'effort demandé aux salariés. Bon, l'augmentation des cotisations
prévu sur 4 ans déjà, ou 3 ans, et qui était lié donc au décret du 2 juillet 2012, ça représente en cumulé, parce qu'on donne souvent les sommes par an, mais ce qui est important, c'est le total cumulé, ça représente 10 milliards d'euros, employeurs et salariés déjà. L'augmentation de cotisation qui est prévue dans ce projet de loi sur les retraites, en cumulé sur 4 ans, employeurs et salariés, ça représente 12 milliards d'euros. Donc, ce qui veut dire que les deux cotisations, les deux augmentations, d'ailleurs, se chevauchent partiellement. Ce qui veut dire en tout état de cause qu'entre 2012 et 2017, n'y voyez surtout pas une connotation politique, les prélèvements pour les dispositifs, les prélèvements nouveaux en matière de cotisation pour les mécaniques liées à la retraite auront augmenté, employeurs et salariés, car bien entendu nous prenons en compte les salariés, de 22 milliards d'euros. Ça, c'est sûr, c'est certain. Ce n'est pas une projection ex post. Merci. Madame Roy, vous vouliez rajouter ou comme vous voulez? Juste peut-être pour revenir sur la question sur l'âge d'ouverture des droits. Et il nous semble que reporter l'âge d'ouverture, ce n'est pas contre-productif pour l'entrée des jeunes dans l'emploi. Il faut que cette idée reçue qu'on a un peu trop souvent de dire que le processus que vous venez d'expliquer, je pense que ce n'est jamais automatique. Et que le message pour nous à la CGPME était de dire qu'il faut envoyer un message aux jeunes. Et à la fois, on voit bien aussi, parce que vous ne l'avez pas dit, mais il y a aussi la problématique pourquoi les seniors sont souvent licenciés avant d'atteindre l'âge de l'âge d'ouverture. C'est dans une situation économique où on voit bien d'abord que l'âge de départ effectif augmente. Et donc c'est important que les jeunes arrivent à rentrer sur le marché du travail aussi, et que ce qu'il faut faire, c'est que ce que nous attendons de la représentation nationale, c'est qu'elle crée un climat économique favorable à la création d'emplois, que certes les charges augmentent, mais que vous avez dit monsieur que c'était très peu, et que c'était des augmentations très légères. Ce qu'il faut regarder, c'est le cumul de toutes les charges qui augmentent, et pas simplement celle-là en particulier. Elle ne vient qu'accumuler sur d'autres augmentations, et que par ailleurs on regarde bien que nos taux de marge est historiquement bas, et qu'on a besoin de retrouver des marges de manœuvre dans l'entreprise, et c'est pour ça que nous souhaitons une diminution et pas une simple compensation. Ça ne suffira pas, une simple compensation pour nous rendre compétitifs, et pas par rapport aux Chinois. Enfin, je peux dire que c'est peine perdue, mais simplement à nos concurrents qui sont juste à côté, qui sont l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Et donc vraiment, on a à se poser ce genre de questions. Nos concurrents, c'est ceux qui, y compris pour les entreprises qui ne sont pas forcément transfrontalières, on a une vraie problématique de coût du travail. Il faut qu'ils baissent, parce que ça donnera aux entreprises de la marge de manœuvre pour réinvestir et créer de l'emploi de demain. Et ce n'est pas simplement pour nous faire plaisir, ce ne sont pas des cadeaux que vous nous faites. L'emploi, il ne peut venir que des entreprises, et des entreprises privées. Ce n'est pas l'État qui va financer. Si c'est l'État, c'est l'impôt. Donc ça ne sert à rien. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Burban, mais c'est vrai qu'il faut nous comparer peut-être avec d'autres pays, mais en Allemagne, par exemple, 16% de la population allemande vit sous le seuil de pauvreté. Donc, est-ce qu'il faut se comparer forcément à ce genre de choses? En Espagne, le taux de chômage atteint des sommets aussi. Donc, je veux dire, à un moment donné, quelle est la société que nous voulons? Est-ce que nous voulons que les richesses créées puissent profiter à l'ensemble des salariés, à l'ensemble des femmes et des hommes qui vivent sur notre territoire, ou bien est-ce que nous voulons continuer à être compétitifs, et à faire en sorte que, eh bien, ma foi, une frange de plus en plus élevée de la population vive elle aussi sous le seuil de la pauvreté. Vous parliez de ces seniors qui partent, qui sont au chômage au moment de partir. Vous parliez de ces seniors qui sont au chômage avant d'être à la retraite. Quand on connaît les montants de l'AER et quand on sait le parcours de ces personnes-là, on peut s'interroger aussi sur la solidarité
nécessaires à mettre en œuvre pour ne pas laisser à 60 ans des gens sur le bord de la route avec 500 € par mois. Donc voilà, il y a aussi ce genre de questions à se poser. C'est sûr que ce n'est pas dans le texte sur les retraites qu'on va apporter des réponses à toutes ces questions, qui sont des questions évidemment bien plus larges, mais en tout cas, ça fait partie aussi des préoccupations des parlementaires que nous sommes, parce que les personnes à l'AER à 60 ans nous écrivent régulièrement, les jeunes nous interpellent aussi, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi, et que jusqu'à l'âge de 27, 28 ans, ils sont en CDD, ils sont trimballés dans la précarité. Les femmes aussi, qui commencent à 5 h du matin, par exemple, et qui font le ménage dans nos grandes entreprises, elles nous disent aussi qu'elles aimeraient bien pouvoir vivre un peu plus décemment avec leur famille. Donc ces gens-là aussi nous interpellent, et on pense aussi à eux lorsque l'on doit légiférer. Voilà, donc Monsieur Burban. Comment dire, moi je voudrais juste, par rapport à ce qui a été dit aux questions posées, effectivement vous légiférez pour tous. Voilà. Et ce qui est bien légitime au demeurant. Et absolument, c'est la loi. Mais moi, là où je veux vous attirer votre attention, c'est sur la faisabilité. Parce que sinon, on va décourager. Et je dirais, collectivement, on n'a aucun intérêt, on a tout intérêt à créer de l'emploi et à créer les conditions. Mais si on dit, alors du coup, on a créé un espèce de régime de l'auto-entrepreneur, on a dit c'est tout facile, mais du coup, les gens vont rester auto-entrepreneurs. Parce qu'ils vont se dire, ah mais si jamais j'embauche un salarié, ça devient déjà compliqué. C'est-à-dire, il faut aussi qu'on crée les conditions pour encourager la création d'entreprises, encourager la reprise d'entreprise et donner envie aux gens de créer de l'emploi. Voilà, donc c'est juste ça. Faisons attention de ne pas faire en sorte que nous ayons un droit virtuel. Parce que, en fait, ça va se retourner collectivement contre nous. C'est juste ça. Voilà. Je pense qu'en effet, il y a sans doute nécessité à simplifier ce qui nous a été présenté ce matin. Monsieur Agenais ? Peut-être deux dernières remarques très rapidement. Vous avez utilisé le mot de compétitivité. Je crois que les entreprises l'ont en permanence en tête et que justement, elles regardent en permanence ce qui se passe dans les pays voisins avec lesquels nous travaillons en coopération ou en concurrence. Et de ce point de vue-là, bon, la tendance n'est pas bonne pour nous. Bon, c'est le sujet du coût du travail, je n'y reviendrai pas. Mais simplement, je voudrais dire que ce projet de loi, il est là maintenant. Et ce qui est important, c'est que on n'en fasse pas un handicap de plus pour les entreprises françaises. Je ne connais pas de dispositif de ce type dans les autres pays européens qui nous entourent. Alors, essayons de faire en sorte, en le concevant d'une façon très pragmatique, que ça ne soit pas un handicap, mais qu'au contraire, il puisse être utilisé par les entreprises. Et puis je voudrais revenir, et ça sera ma dernière remarque très courte, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'y insister, je ne comprends pas pourquoi on n'introduirait pas dans le dispositif ce filtre médical. Peut-être pas pour toutes les activités pénibles. Certaines d'entre elles c'est scientifiquement démontré, un lien quasi mécanique. Je pense aux travaux en équipe de nuit. Mais pour d'autres activités, pourquoi ne pas réintroduire ce filtre médical qui permet en quelque sorte d'objectiver le problème et d'éviter de se retrouver devant des effets de masse que l'on aura beaucoup de mal à gérer et qui évitera en même temps, je crois, beaucoup de contentieux, ou en tout cas les limitera. Je crois que c'est une idée qu'il ne faut pas évacuer systématiquement. Monsieur Tissier, Madame la Présidente, ce qu'on Génisson, appelle la différence entre les 3 facteurs organisationnels et les 7 facteurs techniques. Si vous ne voulez pas réintroduire le filtre médical sur les 10 facteurs, au moins, comme le dit Monsieur Agenais, examiner la possibilité de l'introduire pour les 7 facteurs techniques. Oui, Madame Roy. Et puis peut-être aussi regarder comment ce qui se fait déjà en termes de compensation en temps, puisque la loi nous obligeait par exemple sur le travail de nuit, à compenser en temps et ou en espèces, enfin en salaire, en surcroît de salaire, peut-être on pourrait l'affecter au compte, puisque c'est du temps et qu'on est bien là pour compenser. Donc du coup, ça pourrait au moins être évité, enfin, voir comment on articule ces mécanismes avec ce qui se fait déjà, comment on ne pourrait pas l'affecter dans les comptes.
Et puis par ailleurs, évidemment, nous sommes très attachés à ce régime par répartition et vraiment l'idée qu'on ait un modèle allemand, sûrement pas. La CGPME est totalement, enfin, le seuil de pauvreté, tout ça, je souscris à tout ce que vous avez dit. C'est bien pour ça que nous sommes inquiets parce que la difficulté de cette réforme, c'est qu'il nous semble qu'en ne traitant pas au fond du problème, elle met en cause le régime lui-même et donc du coup laisse ouvert la porte à d'autres régimes qui serait le régime par capitalisation où on aurait un régime de base tellement faible que chaque salarié devrait se tourner vers la capitalisation et donc vers l'assurance privée. C'est ça que nous redoutons et en aucun cas, la CGPME a toujours dit qu'elle était absolument attachée à ce régime par répartition, comme nous sommes tout autant attachés au SMIC, parce qu'effectivement on pourrait se dire faisons comme les Allemands, n'ayons plus de SMIC. Non, on a besoin d'un SMIC plancher et après libre à l'entreprise et à la branche d'avoir des politiques salariales. Mais c'est vraiment aux partenaires sociaux de le décider. Et en tout cas, nous on plaide pour un plancher et une solidarité, mais attention à ce que et Monsieur Agenais l'a bien dit, c'est comment notre inquiétude est là où vraiment nous attirons votre attention. Ne créez pas un monstre que les entreprises ne pourront pas mettre en œuvre et que finalement renonceront à l'emploi ou pire, iront au travail dissimulé. Merci. Je crois qu'on a bien entendu que c'était la simplification qui vous importait sur ce texte qui nous est présenté. Nous allons tenter d'améliorer cette complexité donc en simplifiant un peu ce projet qui nous est présenté. Vous l'aurez compris, on est obligé de tenir compte de beaucoup de facteurs, mais il nous semble, c'est vrai qu'au sein de cette réforme des retraites, ce compte personnel de prévention de la pénibilité est un morceau important, si je puis m'exprimer ainsi, et est un sujet qui tient à cœur à beaucoup d'entre nous. Nous sommes un certain nombre, comme vous d'ailleurs, à se préoccuper de ces sujets-là dans les entreprises. J'entends bien compétitivité, vous dites que j'ai employé ce terme-là, mais je ne suis pas certaine qu'on ait tout à fait la même notion de la compétitivité, ou en tout cas que j'y mette complètement le même sens que ce que vous pouvez y mettre derrière. Moi, il me semble qu'une entreprise et une société compétitive, c'est une entreprise et une société qui permet à chacune et à chacun de ceux qui la font vivre, de vivre le plus dignement possible au XXIe siècle. Et donc, voilà, je me bats un petit peu pour que ce soit cette idée-là de société compétitive qui voit le jour. Merci et bonne continuation. Voilà, vous avez pu suivre une table ronde sur le projet de loi sur les retraites, un texte qui sera examiné ici au Sénat à partir du 28 octobre. Très belle journée sur notre antenne.